Bonjour chers abonnés de la chaîne Real Talk Channel. Je m'appelle Étienne Gatanazi. On va aujourd'hui se poser des questions autour des droits de l'homme. On va en parler, mais en se référant sur l'examen périodique universel que tous les pays, sauf quelques-uns, tous les pays du monde subissent pour voir après 4 ans ce que ça veut dire les droits de l'homme et que est-ce que les pays ont fait pour le respect de ces droits. Je suis donc avec Ingabire Victoire, la fondatrice et présidente d'Alpha Umurinzi, l'un des partis d'opposition encore non agréés ici à Kigali. Bonjour Madame Victoire. Bonjour, merci de me recevoir à vos antennes. Avant d'entrer ou encore d'introduire à propos des UPR ou encore de cet examen universel, périodique universel, j'aimerais vous poser une question générale. Est-ce qu'on pourrait dire que le Rwanda, en général, est en train d'évoluer en termes de droits de l'homme ou encore du respect de ses droits? Pas encore. Nous avons un long chemin à parcourir. Et je crois que nous sommes juste dès le début de ce chemin qu'il faut parcourir. Oui. Donc il y a, si nous entrons dans le vif du sujet à propos de cet examen périodique, plusieurs pays ont demandé à ce que le Rwanda puisse considérer les droits de l'homme, la liberté d'expression chez les journalistes, la liberté civile d'expression, donc la population en général. Est-ce que vous pourriez dire que, par exemple, le journaliste rwandais ou encore un reporter ou encore un correspondant international qui se trouve ici est libre de faire son métier comme il se doit? Non, nous savons, bon, c'est connu qu'il y a un problème de liberté d'expression au Rwanda. Et beaucoup de fois, je crois que les journalistes ont peur de s'exprimer librement, de faire des reportages sur des sujets très sensibles au Rwanda. Et puis, je vois que le régime a cultivé une culture de montrer seulement ce qui va bien et de cacher ce qui ne va pas. Donc là, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas que ce soit les journalistes internationaux ou vous qui sont sur le terrain. Il vous est difficile de faire des reportages sur des dossiers sensibles. Donc, des fois, on dit même que les journalistes rwandais, surtout, préfèrent se censurer, autocensurer, que de publier. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux pour les empêcher de le faire, parce qu'eux-mêmes, ils décident de ne pas le faire parce qu'ils ont peur de ce qui peut suivre après. Il y a cette censure, donc quelque chose qui est imposé sur la tête des journalistes, ou encore il y a l'autocensure, le journaliste lui-même qui se sent dans une situation de peur de ne pas donc aborder certains sujets qui s'avèrent sensibles. Ouais. Quelle serait la cause derrière donc cette manière de se comporter ou encore de faire? Je crois que c'est le régime que nous avons en place aujourd'hui qui n'accepte pas jusqu'à aujourd'hui qu'il soit critiqué, qu'on montre qu'il y a ce qui ne va pas dans le pays parce qu'il paye beaucoup dans le lobbying, dans la communication pour montrer l'image d'un Rwanda développé, d'un Rwanda qui est comme un paradis sur la terre, alors que nous sommes toujours sur la terre, donc nous ne sommes pas encore au paradis. Donc il y a ce qui va. Vous en avez des preuves que le Rwanda paye d'énormes sommes pour le lobbying, comme vous le dites? Oui. J'ai un contrat qu'ils ont avec une organisation américaine qui paye $50 000 par mois pour faire du lobbying. Donc j'ai un contrat, je ne parle pas par hasard ou des choses que je n'ai pas fait. Donc moi je pense que ce qui est mieux, bon, c'est bien de faire de lobbying, pour qu'on parle bien, c'est mieux qu'on soigne l'image du pays à l'extérieur du pays, surtout vu que le Rwanda, après le génocide commis contre le Tutsi, était connu comme un pays de génocidaires, un pays où il y a des crimes. C'est bien de payer pour que l'image du pays change, mais il ne faut pas payer pour que l'image du pays change, mais il faut aussi que dans l'action, à l'intérieur du pays, il y ait des actions qui font changer justement la vie des Rwandais.
de façon qu'on ne puisse pas avoir de problème d'être critiqué sur les droits de l'homme, sur les violations des droits de l'homme, sur un État policier, des trucs comme ça qu'on accuse le Rwanda. Donc on essaie de les camoufler, mais il y a des rapports comme celle de l'ONU, publié en novembre 2020, qu'on a critiqué, qu'on a parlé, je crois, le 25 janvier cette année-ci, justement qui pointe des problèmes clés que connaît le Rwanda. Donc si on parle de développement, on ne peut pas avoir le développement durable sans la démocratie. Alors le Rwanda est critiqué qu'il n'y a pas de démocratie. Je prends l'exemple, en faisant la présentation, vous avez dit que mon parti n'est pas encore agréé. Justement, ce n'est pas raisonnable et compréhensible que je passe une année en attendant que le pouvoir accepte d'agréer mon parti. Alors qu'il y a la loi qui accepte le multipartisme au Rwanda. Donc, il n'y a pas l'explication. Donc, on a la loi. Quelle serait la cause derrière? Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas et je ne vois pas bien pourquoi le pouvoir en place aujourd'hui au Rwanda a peur de libérer la société rwandaise, de se laisser libérer. Bon, deux fois, on parle de l'histoire du génocide commis au Rwanda, mais moi je dis toujours, il faut regarder pourquoi il y a eu le génocide au Rwanda justement, parce qu'il y a ces libertés fondamentales qui étaient violées pour certains et pour les autres. Donc, ce n'est pas en fermant notre société rwandaise qu'on empêche le génocide. C'est plutôt créer les causes qui peuvent justement nous amener à une catastrophe comme en 1994. Comme en 1994. Donc, il y a quelques jours, 2 jours d'ailleurs, le 27 de ce mois de janvier, vous avez conjointement publié un communiqué avec le parti PS Imberakuri. C'est un parti aussi non encore agréé par le pouvoir, même s'il y a un autre parti, PS Imberakuri, une autre branche qui est agréée, qui a même des députés au sein du Parlement. Vous avez publié un communiqué où vous dites que ce que la Grande-Bretagne, donc le Royaume-Uni, avait dit sur donc la liberté d'expression au Rwanda, les disparitions forcées ou encore différents droits qui ne sont pas respectés au Rwanda. Et vous avez un peu soutenu ce que la Grande-Bretagne avait dit, donc le représentant de la Grande-Bretagne à Genève avait dit. Est-ce qu'on ne pourrait pas sentir, donc la personne qui voit de côté, n'aurait pas l'impression que c'est un sentiment d'abandon? Vous dites, bon, peut-être que le gouvernement jusque-là ne nous comprend pas, ne nous écoute pas, et que c'est le temps maintenant de dire à la communauté internationale, de crier notre ras-le-bas à la communauté internationale. Est-ce que c'est ce sentiment que vous sentez vous-même? Merci. Non, quand nous avons publié ce communiqué, c'est parce que justement nous avons vu que l'ambassadeur du Royaume-Uni a quand même parlé sur un ton ferme en demandant au gouvernement rwandais de respecter les droits de l'homme au Rwanda, d'établir un état de droit au Rwanda, de respecter d'instaurer la démocratie au Rwanda. Ces valeurs fondamentales, en fait, qu'ils ont parlé, c'est pour lesquelles nous nous battons. Ça fait des années. Que ce soit Maître Ntaganda, que ce soit moi-même, nous avons été emprisonnés à cause de cela. Donc c'est notre combat que nous menons dans notre pays. Alors voir un pays comme le Royaume-Uni qui soutient qui parle des valeurs que nous battons pour dans notre pays, et que c'est un pays, ce n'est pas n'importe quel pays, parce que c'est un des pays, le pilier du soutien du pouvoir au Rwanda. Donc si aujourd'hui, le Royaume-Uni accepte publiquement de demander au Rwanda, de recommander au Rwanda d'instaurer le système démocratique, d'instaurer un état de droit au Rwanda, de respecter les droits de l'homme, dont souvent nous sommes les victimes, bien sûr nous sommes contents et nous soutenons cette déclaration. Mais nous ne voulons pas que ça reste seulement les mots, mais nous voulons qu'il fasse aussi des actions. Vous savez que le Rwanda va recevoir la grande réunion qui rassemble les pays qui parlent l'anglais
D'anciens colons C'est britanniques. ça, l'ancien colon britannique, même s'ils ne sont pas colonisés par le Britannique, mais aujourd'hui le statut a changé. Même le Mozambique se trouve. C'est ça, il y a certains pays qui ne sont plus membres, qui n'ont pas été colonisés par mais qui sont membres. Et le Rwanda, il n'est pas seulement membre. Aujourd'hui, il va prendre aussi la tête de cette organisation. Vous voyez, donc, pour nous, c'est une bonne occasion parce que ces valeurs que l'ambassadeur a énoncées, ce sont les valeurs fondamentales aussi pour l'organisation de Commonwealth. Donc, si le Rwanda, un pays membre de Commonwealth, ne respecte pas les droits de l'homme, n'est pas un état de droit, il n'y a pas de démocratie, alors qu'il est membre de l'organisation et que dans l'organisation, dans la charte qui gouverne cette organisation, on dit que pour être membre, il faut être démocratique, il faut avoir un état de droit, il faut respecter les droits de l'homme. Bon, il y a beaucoup de droits ou des principes qu'ils énoncent, mais le Rwanda ne respecte pas ces principes principaux de cette organisation et c'est lui qui va présider cette organisation. Pour nous, c'est une bonne occasion de rappeler aux autres membres de cette organisation, surtout la Grande-Bretagne qui préside, qui est en fait toute l'organisation est présidée ou liée à la Grande-Bretagne. Donc, il a une influence sur tous les pays membres de cette organisation. Donc, on ne comprend pas comment, justement, si cette organisation veut avoir une estime, gagner l'estime des habitants des pays membres de cette organisation, il faut au moins que ces habitants, les populations de ces pays, au moins leurs droits soient respectés, parce que c'est ce que prône cette organisation. Alors, si les Rwandais disent nos droits sont bafoués, et pourtant le Rwanda est membre de Commonwealth, et Commonwealth n'aide pas les autorités rwandaises à installer ces droits fondamentaux, alors nous les Rwandais, nous allons demander à quoi bon d'être membre de cette organisation. Alors nous disons que si cette organisation, et surtout la Grande-Bretagne, veut que cette organisation puisse avoir comment dirais-je, puisse être acceptée par la communauté rwandaise, par le peuple rwandais, il faut que le peuple rwandais dise qu'il y a quelque chose qu'on a gagné en étant membre de cette organisation. Alors nous voulons profiter que le Rwanda va présider cette organisation pour inciter les autres pays qui sont membres, d'aider le peuple rwandais aussi à établir un état de droit Rwanda, à établir la démocratie, à respecter les droits de l'homme dans notre pays. Donc à écouter le ton que vous avez dit, un ton un peu agressif, sur lequel le représentant du Royaume-Uni a parlé étant à Genève lors de l'examen périodique sur les droits de l'homme. Certains ont dit c'est peut-être possible que donc le Rwanda n'ait pas ce privilège. Donc il a été choisi comme pays organisateur de cette conférence qui va se tenir en juin. Est-ce que vous pensez est-ce que vous êtes du même avis que il puisse y avoir changement d'avis et que donc la conférence soit transférée dans un autre pays à cause du non-respect, bien sûr, des droits dont le représentant plutôt parlait? Non, je ne crois pas que... Bon, c'est fixé, c'est terminé, donc ça sera au mois de juin. En tant que Rwandaise, même si je dis que notre pays ne respecte pas ses droits fondamentaux, j'aimerais bien quand même que cette réunion puisse avoir lieu ici, parce que même si on a la pandémie Covid qui peut peut-être empêcher que les gens viennent physiquement au Rwanda, mais du côté économique, au moins le pays peut profiter de cette grande réunion. Mais pas seulement ça, j'aimerais bien que les gens justement qui vont venir vont constater la réalité. Bon, même si ce sera difficile, c'est une réunion de 2 ou 3 jours, mais au moins, ça sera pour nous une occasion, encore une fois, de hausser notre voix pour demander que la démocratie soit instaurée au Rwanda, que les partis de l'opposition puissent avoir la liberté de fonctionner. Vous pensez que les portes vous seront ouvertes? Nous allons mener cette campagne, donc nous savons que ce n'est pas facile, donc, mais c'est là justement où nous voulons voir si cette organisation sert à quelque chose aux peuples qui sont membres de cette organisation. Là, c'était à propos du communiqué conjoint avec le parti de Bernard Ntaganda, mais revenons maintenant sur cet examen périodique, bien sûr. On a parlé, plusieurs pays
ont évoqué les disparitions forcées au Rwanda. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda n'a pas signé des accords sur l'acceptation de l'examen d'un pays sur le point, sur cet élément de disparition forcée. Ça veut dire quoi? Moi, je me pose toujours la question pourquoi le gouvernement rwandais refuse de signer ces accords concernant les disparitions. Parce que même si le Rwanda n'a pas signé, ça n'a pas empêché quand même qu'il a été interpellé sur son point. Et je crois que si le Rwanda a été interpellé sur ce point, c'est parce qu'il y a beaucoup de disparitions ces derniers temps. Je prends l'exemple des membres de mon parti politique. Le vice-président de mon parti politique, Boniface Twagirimana, a disparu alors qu'il était en prison. Donc vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui est en prison, une prison qui est bien gardée, le prison de Manga, disparaissait comme ça et vont dire qu'il a disparu. Quand même, il a disparu comment? Nous avons notre représentant qui a été disparu, notre représentant dans la région de l'Est du pays. Il a disparu en 2 kilomètres, au rayon de 20-25 km. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne le retrouve pas. Et il y a un enfant qui était membre de mon parti qui venait juste d'être libéré. Il était ici avant de rejoindre sa région natale. Il a disparu. D'ici chez moi, il a disparu dans un rayon de 2 km. Alors vous ne pouvez pas me dire comment les Rwandais disparaissaient comme ça. Ça fait une année de ces disparitions. Nous avons porté plainte auprès des institutions concernées. Mais jusqu'à aujourd'hui, les présumés coupables n'ont pas encore été trouvés. On nous dit qu'il faut attendre. Mais ce qui est malheureux, c'est que le ministre de la Justice, lui, il a dit publiquement que son rapport, ces disparitions n'existaient pas. Alors qu'il savait bien qu'il y a des plaintes que nous avons portées au sein d'un organe qu'il préside lui-même. Donc ça fait mal, et ça fait mal au peuple rwandais que les autorités rwandaises verrent bien que la communauté internationale voit que c'est un pays où tout va bien. Ils oublient leur premier devoir. Leur premier devoir, c'est satisfaire la population qu'ils dirigent. Ce n'est pas satisfaire la communauté internationale. C'est le peuple rwandais d'abord qui doit dire nous sommes contents avec nos dirigeants parce qu'ils sont préoccupés par nos problèmes. Alors les dirigeants, comme le ministre de la Justice, il va dire non, 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 les problèmes n'existent pas pour satisfaire les bailleurs de fonds. Mais il oublie que sa première mission, c'est satisfaire le peuple rwandais, dont il doit trouver la justice, il doit donner la justice à ce peuple, à ces familles qui ont perdu les membres de famille et jusqu'à aujourd'hui ils ne savent pas ils sont où. Il n'y a pas seulement les disparus, nous avons les membres de famille qui ont été assassinés. Mon assistant a été assassiné, le coordonnateur de notre parti a été assassiné. Jusqu'à aujourd'hui, les coupables ne sont pas été trouvés, ne sont pas introduits dans la justice. Et le ministre de la Justice dit qu'il n'y a aucun problème. Ça, ce n'est pas juste. Parce qu'il y a les familles qui souffrent. Justement, en revenant sur cette réponse du ministère de la Justice à travers la voix du ministre, M. Busingye Johnston, il a ouvertement dit que donc, toutes ces disparitions n'existent pas et que le Rwanda a fait un pas considérable. C'est quoi ce refus? C'est quoi ce refus ou encore ce sentiment de ne pas accepter d'être examiné donc, qui a été remarqué de la part des autorités rwandaises plusieurs fois quand le Rwanda est mis en cause par certaines organisations de défense des droits de l'homme? Pourquoi, selon vous, le Rwanda a toujours rejeté les accusations? En fait, je crois que le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il paye des fortes sommes pour l'image du pays. Et en même temps, il est difficile justement qu'il y a d'autres voix qui se lèvent pour dénoncer que quand même il y a ce qui ne va pas. Et puis, je dis, le Rwanda ne sommes pas un paradis, nous sommes encore sur la terre et nous avons des gens qui peuvent violer les lois. Mais au lieu de camoufler et de dire que ça n'existait pas, il faut dire plutôt, oui, il y a les gens qui ont violé la loi et nous allons tout faire pour améliorer ça, nous allons tout faire pour chercher et les introduire dans la justice. Au lieu de dire, ça ne marche pas, non, c'est pas vrai, ce que vous dites, ce n'est pas vrai, comme si nous sommes dans le paradis, non. Nous sommes encore sur la terre et donc il faut accepter qu'il y a des violations des droits de l'homme et qu'il faut faire un pas et accepter d'améliorer. Donc, moi, quand les autorités rwandaises, comme le ministre de la Justice, rejettent ces accusations, alors que moi, je suis victime de tout ce qu'on est en train de parler, moi, je me suis dit, est-ce qu'il a l'intention d'améliorer cette situation
ou bien il veut continuer dans la même voie et camoufler tout simplement. Justement, à propos des disparitions de vos membres de partis, il y a des assassinats qui ont eu lieu. Quelle réponse? Est-ce que vous avez reçu une réponse tangible de la part du pouvoir ou encore, disons, de la part du Bureau national des investigations? Oui, le bureau RIB, le bureau national d'investigation, ils nous disent toujours qu'il faut attendre, qu'ils sont en train de faire des recherches, qu'il y a même des crimes commis aux États-Unis, qu'on n'arrive même pas à trouver les coupables, donc ce n'est pas étonnant qu'au Rwanda ça se passe comme ça. Une réponse pareille, au moins me dire qu'ils sont en train de chercher, que de me dire qu'ailleurs aussi ça se passe et puis il n'y a pas de solution. Parce que le Rwanda, je viens de vous citer tout à l'heure un camarade qui a disparu à 2 kilomètres. Il sortait ici chez moi, il allait juste pas loin de 2 kilomètres pour acheter les unités téléphoniques et puis on ne l'a pas revu depuis ce jour-là. Donc vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un disparaisse dans une région de 2 kilomètres, dans un pays où la population est bien encadrée, les entités administratives sont là, dernièrement la population est tellement bien encadrée. Alors vous me dites que quelqu'un a disparu et puis qu'on ne sait pas qui a fait disparaître cette personne. Donc ça, je ne peux pas le croire. Quel sentiment avez-vous à propos de ce comportement du régime? Il y a plusieurs années, vous avez des gens qui sont disparus comme ça. Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous donne de telles réponses? C'est l'amertume de voir que nous avons les institutions qui sont en place, nous avons les lois, mais le seul problème, c'est que ces lois ne sont pas respectées, premièrement, par ces instances qui devraient les respecter. Donc c'est ça qui me fait marre. Et c'est là où réside mon combat. Établir un état de droit au Rwanda. Parce que nous avons les lois, nous avons les institutions. Qu'est-ce qui manque aux autorités rwandaises de respecter la loi et de faire respecter la loi? Parce qu'ils sont les premiers à violer cette loi. Dans ce rapport, ce n'est pas seulement qu'on a parlé des disparitions ou des assassinats commis contre les opposants. Il y a aussi, par exemple, de détruire les maisons des habitants sans les indemniser, sans les exproprier. Par exemple, ça c'est une violation. Nous avons la loi concernant l'expropriation. Donc, si quelqu'un doit être exproprié, il faut le payer, et puis il quitte, et puis il va voir. Mais non, vous payez des jeunes garçons, vous les donnez des roues et des machettes, et puis ils vont détruire les maisons de leurs voisins, et vous êtes une autorité qui devait plutôt protéger cette population, et vous les exposez comme ça. Et puis vous montez les uns contre les autres. Ça c'est dangereux pour nous. Alors si un rapport comme ça sort, je crois que les autorités rwandaises devraient l'accepter, au lieu de le nier, d'accepter et de dire il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Il y a quelque chose qu'il faut corriger. Il y a quelque chose qu'il faut corriger dans notre pays, donc diraient les autorités. Mais est-ce que, donc, dans cet examen, bien sûr, qui il y a quelques jours s'est fait à Genève, en Suisse, on parlait également de l'article, je crois 94, à propos donc de l'idéologie génocidaire. Ouais. Et l'un des pays Balkans, donc dont le nom m'échappe, demandait à ce que donc le pays révise cet article parce que selon l'interlocuteur, ceci constituait un frein à la liberté d'expression. Est-ce que, Madame Victoire, pour vous, est-ce qu'on a toute la permission, est-ce qu'on a toute l'autorisation de parler du génocide ou encore de l'interpréter comme on voudrait le faire, ou encore quelques éléments ne devraient pas être interprétés parce que peut-être ce sont des choses un peu sensibles? Est-ce que vraiment l'article devrait être amendé? Ce n'est pas l'article, c'est la loi. La loi 84 2013 réprimant le crime de minimisation du génocide. Cette loi, je crois, il a remplacé la loi, je crois, de 2002 ou 2003, qui était là. J'ai été condamnée sur la base de 2 lois, en fait. J'ai été condamnée pour la minimisation du génocide. J'ai passé 8 ans en prison.
En fait, ça, vous venez de soulever quelque chose des points sensibles. Oui, au Rwanda a connu un génocide, le génocide commis contre les Tutsis. Mais je rappelle que ce n'est pas seulement le génocide commis contre les Tutsis qui a eu lieu. Si vous regardez les rapports de l'ONU, différents rapports de l'ONU, ils disent qu'il y a eu un génocide commis contre les Tutsis, commis par le parti qui est au pouvoir à l'époque, mais aussi que certains éléments du FPR, le parti qui est au pouvoir aujourd'hui, à l'époque, il était encore une rébellion, ils ont commis les crimes contre l'humanité, contre la population Hutu. Alors, quand je suis arrivée au Rwanda, j'ai dénoncé, j'ai dit, s'il faut avoir une réconciliation effective, il faut créer une justice équitable. Alors pour cela, j'ai été condamnée, j'ai passé 8 ans en prison. Parce que justement, il y a la version officielle. On doit parler du génocide commis contre les Tutsis, mais il ne faut pas parler d'autres crimes qui ont été commis. Alors, je crois qu'il y a différentes organisations des droits de l'homme qui ont dénoncé cette loi. C'est là qui a amené à ce qu'on a une nouvelle loi, la loi 84 de 2013, je crois. Mais cette loi aussi, il a quand même toujours un problème. Parce que le problème qui est là, c'est que, comme vous dites, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire par exemple des recherches. Je me rappelle quand on était dans le tribunal, mes avocats ont soulevé le problème des recherches. Ils ont dit, quelqu'un peut faire des recherches. Je me rappelle qu'il y a des Américains qui sont arrivés ici, les professeurs, qui ont fait des recherches, calculs sur les gens qui ont été massacrés, tout ça. Ils disaient, est-ce que vraiment... C'est ça, toutes les statistiques, ils disaient, nous croyons que le nombre qui a été tué, le plus nombre, c'était des Hutus, pas des Tutsis, des trucs comme ça. Donc, ce sont des recherches, ce sont les gens qui sont en train de se poser des questions. Alors, ils sont accusés de minimiser des génocides ou... Et pourtant, ces pays, donc le Rwanda, quand il se défend, a souvent dit qu'il est interdit, par exemple, en Europe ou aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays, de commencer à commenter à propos de la Shoah. Et la question est de savoir pourquoi alors pourrait-on commenter sur le génocide rwandais comme on veut? Certains qui disent qu'il y a eu un génocide contre les Hutus aussi et que ça ne doit pas être dit. Pourquoi ça vous inspire quoi quand le gouvernement rwandais donne ce commentaire? En fait, d'abord, il y a une chose. Il y a les gens qui confondent le génocide des Juifs et le génocide des Tutsis au Rwanda. En fait, le génocide des Juifs a été commis par... C'était un autre peuple qui a commis le génocide contre les Juifs. Donc, on ne peut pas nier ce génocide. C'est nous ce qui complique la chose. C'est que ce sont les Rwandais entre eux-mêmes. Donc, ce sont les Rwandais qui ont tué les autres Rwandais. Ils ont commis le génocide. Et il y a les autres Rwandais qui ont encore massacré les autres Rwandais, qui ont commis le crime contre l'humanité. Alors, vous voyez, c'est un problème lié entre les Rwandais eux-mêmes. Alors, si chacun veut exprimer sa douleur, l'autre partie va l'accuser, tu es en train de minimiser les crimes que nous avons commis. Donc c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui qu'il y a une élite de ceux qui disent « Non, moi je reconnais seulement le génocide commis contre les Hutus. Moi je le connais, le génocide commis contre les Tutsis. » Donc parce que c'est les Rwandais eux-mêmes qui ont fait ces crimes. Mais moi ce que je reconnais, c'est ce qui a été reconnu par l'ONU qui a fait des enquêtes, c'est qu'il y a eu au Rwanda, à l'intérieur du Rwanda, il y a eu le génocide commis contre les Tutsis, il y a les crimes contre l'humanité commis contre les Hutus, par les deux partis qui étaient pour le pouvoir. Mais après le génocide du Rwanda, en 1994, en 1996, le Rwanda a mené la guerre en RDC. L'ex-Zaïre. Il y a le rapport Mapping Report. Dans ce mapping, quelque part, on dit que les crimes qui ont visé les réfugiés Hutus qui étaient au Congo peut être qualifié de génocide s'il y a les tribunaux qui peuvent faire les enquêtes approfondies et juger les coupables. Donc je crois que c'est pour cela qu'il y a certains qui disent qu'il y a aussi un génocide commis contre les Hutus. Et cela crée la confusion et cela, le régime veut reconnaître ce génocide commis contre les Tutsis parce que c'est le seul qui a été confirmé même par le tribunal international pour le Rwanda et les autres crimes commis que ce soit au Rwanda ou dans la région, n'ont pas été jugés. Donc c'est là qui fait qu'il y a toujours cette guerre des mots entre et le pouvoir qui veut défendre ce qui est
reconnus au niveau international, et les autres crimes commis au Rwanda, dont on est en train toujours de faire des recherches, dont on n'a pas encore terminé, de faire des recherches qui n'ont pas encore bien définies et établies par un tribunal. Ça n'a pas été établi par un tribunal, mais cela n'empêche que certains Rwandais ou certaines organisations de Rwandais de l'étranger disent que donc, ces crimes peuvent être qualifiés de génocide contre des Hutus. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Et si vous n'êtes pas peut-être d'accord selon ce que vous avez dit précédemment, ça veut dire quoi qu'il y ait des Rwandais qui ont ce sentiment d'accusation contre le pouvoir dans cet axe? En fait, je crois que le problème a été dès le départ. Le problème, je jette la faute à l'ONU, qui a créé le tribunal international pour le Rwanda, avec la mission de juger les coupables des débords, donc des deux partis qui étaient pour le pouvoir, et de réconcilier le peuple rwandais. Parce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas réconcilier les gens s'il n'y a pas de justice équitable. Alors, le tribunal s'est penché seulement sur la partie qui a commis les crimes du génocide contre les Tutsis, mais il ne s'est pas préoccupé du problème des crimes contre l'humanité commis contre les Hutus. Donc ça laisse un sentiment ça laisse l'amertume au sein de cette communauté qui n'a pas eu justice. Non seulement il n'a pas eu justice de ce qui s'est passé à l'intérieur du Rwanda, ils ont été aussi victimes quand ils étaient en RDC, au Zaïre, en 1996. Ils ont été victimes. Donc, les survivants, ils ont ce sentiment. Donc, ça veut dire que c'est une population qui se sent doublement punie. Parce qu'il y a une partie de leur ethnie qui a commis les crimes contre les Tutsis, mais il y a aussi une partie qui a été victime. Et cette partie qui a été victime, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas reçu justice. Donc, ça veut dire quoi? Quand le gouvernement rwandais, à travers son ministère de la Défense, car c'est le ministère bien sûr qui a ce statut d'expliquer ce qui se passait sur le champ de bataille, qui explique que, bon, qu'il y ait des crimes contre l'humanité, ce n'était pas intentionnel. Et que, bon, on a vu le général James Kabarebe qui expliquait que, bon, accidentellement, certains Rwandais auraient été tués, même pendant la guerre dite de libération entre 90 et 94, mais que, bon, s'il y a eu des crimes ou encore des soldats qui ont dérapé, ce n'était pas l'intention du FPR, et que, donc, ce qui s'est passé en RDC après, c'était aussi quelque chose qu'on ne qualifierait pas de crime contre l'humanité. C'est quoi cette réponse? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je crois que nous devons laisser ça, la justice, ce n'est pas la politique qui fait la justice. Donc, toutes ces réponses sont des réponses politiques, ce n'est pas la justice. C'est pour cela que je dis, par exemple, l'intention qui doit déterminer que l'intention n'était pas là, qui doit qualifier ces crimes, ce n'est pas la politique, c'est la justice, donc c'est un tribunal. Je crois que c'est pour cela que, par exemple, ce qui concerne les crimes commis en RDC, dans le rapport de mapping, parce que ce n'est pas seulement les Rwandais, on ne parle pas seulement les Rwandais, il y a aussi les Congolais qui ont été tués à ce moment-là. Donc c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui que le docteur Mukwege est en train de se battre pour que ce rapport de mapping sorte des tiroirs et puis que les criminels soient jugés. Donc moi je pense que je ne vais pas entrer là-dedans, je laisse la parole à la justice, c'est lui qui va qualifier ces crimes et c'est la justice qui va déterminer si l'intention était là et si l'intention était là, était quelle intention et c'est qui avait cette intention. On a récemment parlé de la création d'un tribunal pour donc des crimes commis au Congo, à l'est du Congo ou encore dans le sud Kivu. Et est-ce que vous pensez que cela puisse faire réagir le Rwanda? Parce que dans le rapport mapping, le Rwanda est cité parce qu'il y avait des soldats rwandais sur terre. Hein. Oui, le Rwanda est, oui, c'est connu. C'est le Rwanda qui a aidé le fait président Kabila Désiré à renverser Marshal Mobutu. Donc le Rwanda a soutenu des différentes rébellions à la République démocratique du Congo. Donc c'est connu. Il y a même, je me rappelle qu'en 2012, le Rwanda
a été puni par les bailleurs de fonds qui ont coupé les aides. Il y a eu des sanctions. Des sanctions, en lui demandant de retirer son soutien au M23. Donc, tout ça, c'est documenté. Moi, je pense que le Rwanda ne peut pas empêcher la RDC, un pays indépendant, d'avoir un tribunal pour juger les crimes commis s'ils sont sorts. À ce qui concerne le Rwanda, le conseil que je donnerai aux autorités rwandaises, c'est de commencer de préparer les défenses, parce qu'ils ne peuvent pas empêcher que ce tribunal puisse avoir lieu dans un pays indépendant. Mais comme ils pensent qu'ils vont être absolument accusés, ils sont là parmi les accusés, moi je les conseillerais de préparer les défenses. Le représentant du Royaume-Uni à Genève a fermement parlé, et donc le Rwanda qui auparavant était l'enfant chouchou de la Grande-Bretagne, il y avait de l'aide qui venait de ce pays, c'était à un certain moment l'un des principaux donateurs du Rwanda. Est-ce que vous pensez que jusque-là, ça veut dire autre chose et que les choses vont changer entre Kigali? Donc les choses du point de vue économique et diplomatique vont changer entre Kigali et Londres? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas parce que l'ambassadeur a utilisé un ton ferme qu'ils vont couper les aides. Et puis, je ne pense pas que couper les aides financières, connaissant mon pays très pauvre, je ne pensais pas que les sanctions financières seront la solution pour notre pays qui est pauvre. Plutôt, je pense que l'appui diplomatique et politique peut servir à quelque chose, peut servir à changer la situation dans notre pays. Donc c'est pour cela que, si je reviens sur le communiqué que vous avez dit que nous avons publié, c'est justement dans son sens que la Grande-Bretagne devrait comprendre qu'ils doivent continuer à soutenir financièrement le pays, mais à soutenir la population rwandaise à ce qui concerne politiquement et diplomatiquement. Ils doivent être du côté de la population au lieu d'être du côté de ceux qui sont au pouvoir. Cela fait trois fois consécutives que le Rwanda a été examiné à Genève par d'autres pays, par l'ONU en général. Est-ce que vous pensez que ces examens, ces trois différents examens, auraient servi à ce que le Rwanda fasse une réflexion sur son respect des droits de l'homme? Non, le Rwanda n'a pas fait beaucoup. Je crois que la seule chose que j'ai vue qu'ils ont essayé de changer, c'est la code pénale. Parce qu'en 2012, je crois, quelque part en 2012, il y a eu la visite d'un représentant spécial de l'ONU, M. Kiai. Donc, il avait recommandé, par exemple, dans les codes pénals, il y avait certaines lois, certains articles qui pénalisaient pratiquement l'opposition. Par exemple, là, on parlerait de l'insurrection, des trucs comme ça. On voit qu'aujourd'hui, ces mots ont été enlevés dans le code pénal, mais je parlerai par exemple de l'article 194 qui a été repris dans le code pénal, qui même on parle aujourd'hui dans son rapport, qui pénalise les gens qui critiquent le pouvoir, parce que c'est le pouvoir. Si vous critiquez le pouvoir, c'est une façon de salir l'image du pays à l'extérieur du pays. Donc c'est punissable. Alors que si nous critiquons, nous qui sommes dans l'opposition, ou les journalistes, si nous critiquons, ce n'est pas pour salir l'image du pays, c'est pour aider nos dirigeants à amener certaines améliorations dans certains domaines, normalement à ce qui concerne la démocratisation de notre pays, à ce qui concerne l'instauration d'un état de droit, à ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Donc on est presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous pourriez dire à la communauté internationale qu'il y a besoin de plus de pression, si on peut le dire, sur le pays pour que certaines choses soient clarifiées dans le domaine du respect des droits de l'homme? Oui, surtout je fais appel à ces pays, ces bailleurs de fonds. J'ai vu que ce n'est pas seulement la Grande-Bretagne qui a utilisé un taux ferme, les États-Unis aussi ont utilisé un taux ferme, mais on voit toujours que ces rapports sont toujours là. Mais il faut qu'ils fassent un pas, je viens de le dire, il faut qu'ils soutiennent non seulement le pouvoir qui est là, mais aussi qu'ils voient la nécessité de la population rwandaise d'être soutenue politiquement et diplomatiquement. Ouais. Madame Victoire Ingabire, merci, c'était un plaisir de vous avoir.
Merci à vous aussi. Chers abonnés, c'est la fin de cette émission. Nous parlions des droits de l'homme et de l'examen périodique universel qui, pour la 3e fois, a vu le Rwanda s'expliquer sur certaines violations des droits de l'homme à Genève. Merci, c'était un plaisir de vous avoir.